173 600. Retenez bien ce chiffre. 173 600, ce n'est pas la population d'une ville moyenne. Ce n'est pas le chiffre d'affaires d'une quelconque entreprise. Et non, ce n'est pas non plus le bilan d'une catastrophe naturelle. 173 600, c'est le nombre exact de réfugiés qui, à l'heure où je vous parle, survivent dans les camps de Tindouf, en plein cœur du désert algérien, à 2000 km au sud-ouest d'Alger. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, déplacés depuis un demi-siècle. Et là, attention, parce que c'est là que ça devient vertigineux. Certains sont nés dans ces camps, d'autres y ont vu naître leurs propres enfants, et certains y ont enterré leurs parents. 3 générations entières d'êtres humains, 3 générations qui vivent dans un entre-deux permanent, sans patrie reconnue par la communauté internationale, sans frontières fixes, sans aucun droit de retour sur une terre que les Nations Unies encore aujourd'hui n'ont toujours pas tranchée comme étant la leur. Il y a un conflit, un seul, un conflit que personne ne veut nommer, que personne ne veut voir, que personne ne veut entendre. 51 ans. Tu m'entends, 51 années entières que ça dure et pourtant les médias français regardent les biens et refusent systématiquement d'en parler honnêtement. CNews jamais, pas un débat, pas une ligne, pas un mot. Le Sahara occidental, ce nom, on l'a effacé des écrans, on l'a gommé des conversations, on l'a enterré sous le silence le plus assourdissant de la diplomatie contemporaine. Et pourtant, accroche-toi bien ce dossier oublié. Ce dossier qu'on traite comme une note de bas de page, c'est aujourd'hui en 2026 la bombe diplomatique la plus explosive de tout le Maghreb. Plus explosive que les tensions franco-algériennes. Plus explosive que les bras de fer énergétiques. Pourquoi ? Parce que c'est le seul dossier capable du jour au lendemain, d'un seul claquement de doigts, de faire basculer toute la région méditerranéo-saharienne dans une configuration géopolitique radicalement nouvelle. Alors, aujourd'hui, je vais tout te raconter, tout, les faits, les dates, les chiffres, les acteurs. Et à la fin de cette vidéo, tu vas vraiment comprendre pourquoi le dossier du Sahara occidental est devenu en 2026 la clé stratégique qui peut tout faire basculer au Maghreb en Afrique et même jusqu'au cœur de l'Europe. Mais avant de plonger dedans, fais-moi une faveur. Dis-moi en commentaire d'où tu nous regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Sénégal, Mauritanie, Maroc, Émirats, États-Unis, Afrique du Sud, écris ton pays. Écris ta ville. Et surtout, dis-moi honnêtement, est-ce que tu savais vraiment ce qui se passe à Tindouf là-bas, dans les camps, dans le désert du Sahara occidental? Ou est-ce que, comme 90% des gens sur cette planète, ce conflit n'est pour toi qu'un nom vague, une réalité lointaine, un sujet qu'on préfère ne pas aborder? Parce que c'est exactement pour ça que cette vidéo existe, pour briser le silence. Et si tu n'es pas encore abonné à Tenken Koban, fais-le maintenant. Tout de suite, active la cloche, parce que dans les 20 prochaines minutes, tu vas comprendre un dossier que 90% de la population mondiale ignore complètement. Oui, tu as bien lu cette date. C'est précisément là qu'il faut remonter pour piger quoi que ce soit au Sahara occidental. À cette époque, les puissances européennes se réunissent à la conférence de Berlin avec une idée en tête, se partager l'Afrique comme on découpe un gâteau. Et dans ce grand carnage colonial, l'Espagne hérite d'un morceau particulier de 266 000 km carrés de désert coincés entre le Maroc et la Mauritanie. Sur ces terres immenses vit un peuple nomade, les Sahraouis. Des descendants d'une ancienne population berbéro-arabe pratiquant un islam sunnite de rite malikite. Et pendant près d'un siècle, de façon plus ou moins continue, l'Espagne va coloniser ce territoire qu'elle baptise tout simplement le Sahara espagnol. Puis arrivent les années 1970, et là c'est tout le continent africain qui s'embrase. Le vent de la décolonisation souffle partout, et le Sahara espagnol ne va pas y échapper. Dans l'ombre, un mouvement voit le jour, le Front Polisario. Derrière ce nom se cache l'acronyme du Front populaire de libération de la Sagia El Hamra et du Rio de Oro, les 2 provinces historiques du Sahara espagnol. Inspirés par les luttes de libération algérienne et palestinienne, ces combattants prennent les armes contre le colonisateur espagnol. Et très vite, les succès militaires s'enchaînent. L'Espagne franquiste est à bout de souffle, la pression internationale devient insoutenable. Madrid n'a plus le choix, il faut partir. Mais voilà le hic, au lieu d'organiser un référendum d'autodétermination comme le réclamait pourtant l'ONU, l'Espagne fait tout autre chose. En novembre 1975, elle signe en catimini les accords de Madrid. Un deal secret,
et pas n'importe lequel, un accord conclu avec deux pays bien précis, le Maroc et la Mauritanie. Violation flagrante du droit international, voilà ce qu'est cet accord. Deux pays, le Maroc et la Mauritanie, qui se partagent un territoire qui ne leur appartient pas. Le nord 2/3 pour le Maroc, le sud 1/3 pour la Mauritanie, et les Sahraouis dans tout ça, personne ne les consulte, personne ne les informe officiellement. Leur pays vient littéralement d'être vendu comme une vulgaire marchandise. Quelques jours passent, nous sommes le 6 novembre 1975. Le roi Hassan II du Maroc lance ce qu'il baptise la Marche verte. 350 000 civils marocains, drapeau à la main, exemplaires du Coran serré contre la poitrine, franchissent la frontière du Sahara occidental. Sur le papier, c'est une marche pacifique. Dans les faits, c'est le prétexte parfait, l'écran de fumée d'une invasion militaire qui suit immédiatement derrière. L'armée marocaine déferle. Les grandes villes tombent les unes après les autres. C'est là que le Polisario entre en scène, soutenu par l'Algérie. La résistance s'organise. La guerre éclate. Et cette guerre, elle va durer 16 ans. De 1975 à 1991. 16 ans de combat dans le désert. 16 ans de bombardements au napalm qui s'abattent sur des populations nomades. 16 ans d'un exode massif vers l'Algérie où le président Houari Boumedienne, fidèle à sa doctrine anticoloniale jusqu'au bout, ouvre grand les portes de son pays aux réfugiés sahraouis. Direction la région de Tindouf, c'est là qu'il s'installe. Et c'est là que pierre après pierre va se construire l'une des plus grandes agglomérations de réfugiés de toute l'histoire de l'humanité. 5 grands camps voient le jour à Ouserd, Boujdour, Dakhla, Laayoune Smara. Et le choix de ces noms n'a rien d'anodin. Chaque camp porte le nom d'une ville du Sahara occidental occupée par le Maroc, pour ne jamais oublier d'où l'on vient, et pour ne jamais oublier où l'on retournera un jour. Et pendant que tout ça se passe, qu'est-ce qu'il fait le Polisario ? Eh bien, il s'organise, il monte une véritable armée, l'armée populaire de libération sahraoui. Et attention, pas tout seul, avec derrière l'Algérie qui fournit la logistique, l'argent, les armes. Et la surprise, cette armée, elle commence à enchaîner les victoires spectaculaires face aux forces marocaines. Des pans entiers du territoire sont libérés. Le Maroc se retrouve tellement en difficulté qu'il est obligé de réagir, et comment? En construisant un mur. Pas un petit mur, hein? Un mur défensif de plusieurs milliers de kilomètres en plein désert, surnommé le plus long mur de sécurité au monde juste après la muraille de Chine. Bourré de mines antipersonnelles, ce mur coupe littéralement le Sahara occidental en deux. D'un côté, les zones occupées par le Maroc, de l'autre, les territoires libérés contrôlés par le Polisario. Et le référendum d'autodétermination dans tout ça, toujours rien. Aux abonnés absents. On arrive en 1976 et là le Polisario passe à la vitesse supérieure. Il proclame officiellement la République arabe sahraoui démocratique, la fameuse RASD. Reconnue immédiatement par l'Algérie puis progressivement par d'autres pays. Aujourd'hui, en 2026, on en est où? La RASD est reconnue par environ 40 États dans le monde, principalement en Afrique, en Amérique latine et quelques pays asiatiques. Mieux encore, depuis 1924, elle est membre à part entière de l'Union africaine. Oui, vous avez bien entendu, l'Union africaine, l'une des organisations internationales les plus importantes du continent. Et ça, c'est pas rien. C'est une victoire politique majeure pour les Sahraouis. La preuve que le droit international, au moins en partie, reconnaît leur cause. Remontons en 1991. 16 années de guerre viennent enfin de prendre fin. Sous l'égide de l'ONU, un cessez-le-feu est signé entre les belligérants. Et cet accord, attention, ne se contente pas d'arrêter les combats, il prévoit explicitement quelque chose de bien plus ambitieux, l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Le principe donner enfin la parole aux Sahraouis. 3 options leur seraient proposées sur le bulletin de vote, soit l'indépendance pure et simple, soit l'autonomie sous souveraineté marocaine, soit l'intégration totale au Maroc. 3 choix, une décision historique. Pour orchestrer ce vote, l'ONU va même créer une mission dédiée rien que ça, son nom la MINURSO, autrement dit la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Nom officiel, mandat clair, objectif précis, tout est sur les rails. Et maintenant, la question qui tue, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1991? Eh bien, accrochez-vous, rien, absolument rien. On est en 2026, soit plus de 35 ans plus tard, et ce référendum n'a toujours pas eu lieu. Mais pourquoi? La réponse est en réalité assez simple.
Le Maroc, qui avait pourtant accepté le principe au départ, a très vite compris une chose organisée sur des bases démographiques normales. Ce vote, il le perdrait, et il le perdrait largement, parce que les Sahraouis, eux, voteraient massivement pour l'indépendance. Or, Rabat ne veut pas perdre. Donc Rabat bloque systématiquement. Et c'est de là que ça devient grotesque. Pendant 3 décennies et demie, Rabat a inventé 1000 excuses pour retarder ce référendum. Les listes électorales d'abord, puis la sécurité, puis la légitimité des observateurs et finalement le principe même de l'autodétermination. Une excuse après l'autre, toujours pour gagner du temps. Cette analyse résonne en toi, alors fais une chose simple maintenant, like cette vidéo. 1 seconde, un clic sur le bouton bleu en bas et tu permets à cette histoire, celle que les médias français se refusent à raconter avec honnêteté, d'atteindre d'autres personnes. Reste avec moi parce qu'il y a encore un bouleversement majeur dont on n'a pas parlé, celui des dernières années. Parlons maintenant de 2020. Pourquoi 2020? Parce que c'est l'année qui aurait, paraît-il, tout changé. Enfin, c'est du moins ce que le Maroc aimerait te faire croire. Retour au 10 décembre de cette année-là. Donald Trump, à l'époque président des États-Unis, pose sa signature au bas d'une proclamation présidentielle. Son contenu, la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur la totalité du territoire sahraoui. Et attention, ce n'est pas anodin, les États-Unis deviennent ainsi la première puissance mondiale à franchir ce pas. Mais ce geste, il ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans un cadre bien précis, les accords d'Abraham. En échange de cette reconnaissance américaine, le Maroc accepte de normaliser officiellement ses relations avec Israël. Voilà le marché. Voilà l'échange d'un côté, le Sahara occidental de l'autre, la normalisation avec Tel Aviv. Côté marocain, c'est l'euphorie, un triomphe diplomatique historique. Mais côté droite internationale, c'est une toute autre histoire, une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que juridiquement, cette reconnaissance américaine pose d'énormes problèmes. Frontalement, elle contredit les résolutions de l'ONU sur le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Totalement, elle ignore les positions de la Cour internationale de justice, souviens-toi, dans son avis consultatif de 1975. Cette même Cour avait explicitement reconnu aux Sahraouis ce droit à disposer d'eux-mêmes. Et profondément, elle révolte l'Union africaine qui ne lâche rien sur sa position, un référendum pointe. Du côté algérien, la réaction ne se fait pas attendre, elle est immédiate. Alger monte au créneau et dénonce la décision Trump comme une violation pure et simple du droit international. Dans la foulée, son soutien au Polisario s'intensifie politiquement, financièrement, militairement. Et surtout, geste lourd de sens, son ambassadeur aux États-Unis est rappelé pour consultation. Un signal diplomatique fort, très fort. Puis arrive une date, le 13 novembre 2020, le point de bascule militaire. Direction l'extrême sud-ouest du territoire, plus précisément la zone tampon de Guerguera. C'est là que le Maroc décide d'entrer militairement avec un objectif clair, démanteler une manifestation pacifique organisée par des civils sahraouis. Pour le Polisario, aucun doute possible, cette intrusion constitue une violation pure et simple du cessez-le-feu de 1991 et la réponse ne se fait pas attendre officiellement. Le Polisario déclare la reprise de la guerre armée contre le Maroc. Depuis cette date, qu'est-ce qui se passe au Sahara occidental? Les combats ont repris. Le long du mur marocain, les accrochages sont devenus réguliers. Des drones marocains frappent des positions sahraouis. Et puis, il y a les victimes, des dizaines, peut-être des centaines dont le décompte exhaustif reste à faire. Et puis arrive juillet 2024. Nouveau séisme. Cette fois, c'est Emmanuel Macron, président français, qui envoie une lettre officielle au roi Mohamed VI du Maroc. Et dans cette lettre, il reconnaît que le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental constitue la seule base pour résoudre ce conflit du jamais vu. C'est la première fois qu'un président français prend une position aussi tranchée en faveur du Maroc. Après les États-Unis et l'Espagne en 2022, voilà maintenant la France qui rejoint le camp marocain. Côté algérien, la réaction tombe avec une colère froide. Le président Abdelmadjid Tebboune rappelle immédiatement son ambassadeur à Paris et c'est l'effondrement, les relations bilatérales s'écroulent. Et toute une série de représailles commencent, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Et en 2025, les choses ne font qu'empirer. Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 2797 qui renouvelle le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026. Mais attention, cette résolution, et c'est ce que les médias français ne te disent pas, ne valide pas le plan d'autonomie marocaine. Elle n'endosse pas la position de Rabat.
En réalité, elle se contente de renouveler la mission d'observation existante. Le résultat du vote 11 votes, en faveur 3 abstentions dont la Russie et la Chine, et l'Algérie, elle refuse explicitement de participer au vote pour la 2e année consécutive, comme elle l'avait déjà fait en 2024. Ce refus de participation, ce n'est pas anodin, c'est un signal diplomatique majeur. Le message d'Alger au monde est clair. Nous ne cautionnons pas un processus qui ignore le droit à l'autodétermination. Tu comprends maintenant l'intensité de ce dossier. Un conflit qui semblait gelé pendant 30 ans est redevenu brûlant à partir de 2020, avec quoi des combats militaires sporadiques, des alignements diplomatiques majeurs qui se déplacent, et une polarisation internationale croissante entre ceux qui soutiennent le Maroc et ceux qui défendent l'autodétermination sahraoui. Et là, attention parce que je vais t'expliquer pourquoi ce dossier-là, c'est tout simplement le plus explosif de tout le Maghreb aujourd'hui. 3 raisons stratégiques. Pas une, pas 2. 3, commençons par la première, et c'est sans doute la plus profonde. Le Sahara occidental, ce n'est pas juste un dossier diplomatique pour Alger. C'est la philosophie même de la diplomatie algérienne qui est en jeu. Remonte avec moi à Boumedienne, toute la politique étrangère algérienne s'est construite sur un seul pilier, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Vietnam face aux États-Unis, l'Algérie était là. La Palestine face à Israël, l'Algérie était là. L'ANC contre l'apartheid sud-africain, encore l'Algérie. La SWAPO en Namibie, toujours l'Algérie. Et le Polisario au Sahara occidental, évidemment l'Algérie. Tu vois la cohérence doctrinale. Alors maintenant, imagine une seconde qu'Alger lâche les Sahraouis. Ce serait abandonner 60 ans de politique étrangère. Ce serait renier Boumedienne lui-même. Ce serait renier les principes fondateurs de l'Algérie indépendante. Aucun dirigeant algérien ne pourra jamais faire ça. Ni Tebboune, ni son successeur. Et l'armée ne le permettrait jamais. C'est une ligne rouge absolue. Deuxième raison, et celle-là, elle est purement géopolitique, l'équilibre stratégique du Maghreb tout entier. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe si demain le Maroc absorbe définitivement le Sahara occidental avec l'aval international? En plus réponse, il devient le géant du Maghreb. Et là, on parle de quoi concrètement? 266 000 km carrés de territoire en plus. Des ressources phosphatées immenses, une façade atlantique élargie, un accès privilégié à l'Afrique subsaharienne, un positionnement stratégique renforcé. Tu imagines le bouleversement pour Alger, c'est tout simplement intolérable pour des raisons de sécurité nationale. Parce que ça transformerait le Maroc en puissance dominante du Maghreb et ça relèguerait l'Algérie à un rôle secondaire dans sa propre région. Et la troisième raison, là on monte d'un cran. On dépasse le Maghreb. Le Sahara occidental, c'est un test pour le droit international tout entier. Réfléchis bien si un pays peut par la force et par la diplomatie s'approprier le territoire d'un autre peuple en violation des résolutions de l'ONU, alors qu'est-ce qui se passe? Toutes les frontières deviennent remises en question. Pas seulement en Afrique, partout dans le monde. Et c'est exactement pour ça que l'Algérie se bat sur ce dossier, pas seulement pour les Sahraouis, pas seulement pour sa propre sécurité, mais pour défendre un principe universel, le droit des peuples à l'autodétermination. Ce principe-là, il est au fondement de l'ordre international post-1945. Et l'Algérie refuse catégoriquement de le voir s'effondrer. Bon, là maintenant, on va arrêter 2 minutes les grandes manœuvres géopolitiques parce qu'il faut qu'on parle de quelque chose de plus essentiel. Derrière toutes ces cartes, tous ces traités, tous ces discours d'ambassadeurs, il y a 173 600 êtres humains. 173 600. Retenez bien ce chiffre. Et ces gens-là, ça fait 50 ans qu'ils survivent dans des conditions que vous et moi, on n'imagine même pas. Bienvenue à Tindouf, l'un des coins les plus hostiles de notre planète. Imaginez un instant. L'été, le thermomètre crève les 50 degrés. 50, l'hiver. On descend à -10 la nuit. Et les tempêtes de sable, elles peuvent engloutir une tente entière en l'espace de quelques heures. L'eau, une denrée rarissime. La nourriture, quasiment tout arrive par l'aide humanitaire internationale. C'est le Programme alimentaire mondial qui distribue les rations de banc. C'est le HCR qui coordonne tout ça sur le terrain. Et c'est l'Algérie qui fournit une logistique massive en arrière-plan. Maintenant, voici ce qui est totalement dingue. Malgré tout ça, malgré la chaleur, le froid, le sable, le manque d'eau, les Sahraouis ont réussi à bâtir quelque chose qui force le respect. Des écoles qui tournent vraiment. Des universités qui forment des ingénieurs, des médecins, des juristes.
des hôpitaux qui soignent les gens, des médias, un parlement, un gouvernement, des élections internes, tout un État en exil structuré et organisé qui attend patiemment de pouvoir rentrer sur la terre des ancêtres. Et là, il y a un point que je tiens absolument à souligner parce qu'on n'en parle jamais assez. Les femmes sahraouis, elles sont au cœur de tout ce système. Les camps de Tindouf, c'est sans doute l'une des sociétés les plus féminisées de tout le monde arabe. Ce sont elles qui dirigent les écoles, elles qui gèrent les hôpitaux, elles qui s'impliquent massivement en politique. Elles forment littéralement la colonne vertébrale de la résistance civile sahraoui. Et pourquoi? Il y a deux raisons. D'abord parce que la culture nomade leur a toujours donné une place forte historiquement. Ensuite, et c'est plus dur à entendre parce qu'en 50 ans de conflit, beaucoup d'hommes ont été tués, emprisonnés ou absorbés par la vie militaire. Cette vidéo t'a apporté quelque chose, alors agis maintenant. Partage-la avec ce membre de ta famille qui ne connaît absolument rien du drame sahraoui. Partage-la avec cet ami persuadé que le conflit du Sahara occidental appartient déjà au passé, exactement comme le martèle la propagande marocaine. Partage-la avec ce jeune en quête de vérité, celui qui veut enfin saisir les véritables lignes de fracture qui traversent le Maghreb d'aujourd'hui. Offre-lui cette histoire, mets entre ses mains ces chiffres, et puis laisse-le comprendre par lui-même. Maintenant, passons à autre chose. Parlons d'avenir, parce qu'il y a une question, une seule, que tout observateur lucide se doit de poser dans 5 ans, dans 10 ans, où en sera ce dossier. Premier scénario possible, celui du statu quo qui s'éternise. Et soyons honnêtes, c'est de loin l'hypothèse la plus probable à court terme. Que voit-on alors des affrontements sporadiques qui persistent au Sahara occidental? Une MINURSO enfermée dans son mandat étriqué. Des Sahraouis condamnés à attendre encore et toujours au fond de leur camp. Pendant ce temps, le Maroc lui resserre méthodiquement son emprise administrative sur les territoires occupés. Du côté des soutiens, Paris, Madrid, Washington maintiennent leur appui au plan d'autonomie marocain. En face, Alger, Moscou, Pékin, Pretoria, ainsi qu'une grande partie du Sud global restent fidèles au principe d'autodétermination. Et au final, rien. Rien ne bouge véritablement. C'est frustrant, oui. C'est profondément injuste, oui. Mais voilà la trajectoire la plus crédible du moins tant qu'aucun séisme majeur ne vient bouleverser cet équilibre fragile. Passons maintenant au deuxième scénario, celui de l'escalade militaire. Imaginez un instant que les accrochages entre le Polisario et l'armée marocaine se multiplient, s'intensifient. Le Polisario, désormais possiblement équipé de drones et de missiles bien plus sophistiqués grâce à ses soutiens internationaux, commence à infliger des pertes croissantes du côté marocain. Et que fait le Maroc face à ça? Il réplique massivement par des frappes d'envergure. Du côté algérien, la tentation pourrait alors monter intervenir, oui, mais indirectement sans jamais franchir cette fameuse ligne rouge de l'intervention directe. Et c'est précisément là que tout dérape. Ce scénario, mes amis, deviendrait rapidement incontrôlable. Il pourrait déboucher sur ce que tout le monde redoute, une confrontation directe entre l'Algérie et le Maroc. C'est sans aucun doute le scénario le plus dangereux. Et c'est précisément pour cette raison que les deux pays, malgré toutes leurs tensions accumulées, ont jusqu'ici soigneusement évité toute confrontation militaire directe. Troisième scénario maintenant, la percée diplomatique. Imaginons qu'un changement politique majeur survienne dans l'un des pays clés, que ce soit aux États-Unis, en France, en Espagne, au Maroc ou en Algérie. Ce bouleversement provoquerait alors une reprise des négociations sérieuses, cette fois sous l'égide de l'ONU. Et là, un compromis historique pourrait enfin voir le jour, soit un référendum organisé après des décennies d'attente, soit une autonomie réellement large, véritablement négociée avec le Polisario. À court terme, ce scénario reste peu probable, mais ne le balayons pas trop vite, parce qu'à moyen terme, si la pression internationale monte d'un cran, il redevient parfaitement envisageable. Et maintenant, on arrive au quatrième scénario. Celui-là, franchement, c'est peut-être le plus intéressant pour nous, la reconnaissance élargie de la RASD. Imagine la scène, des poids lourds du Sud global. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Brésil, l'Iran, auxquels viennent s'ajouter des puissances montantes comme l'Indonésie, décident de renforcer publiquement leur soutien à la cause sahraoui. Dans le même temps, l'Union africaine, qui reconnaît déjà la RASD depuis 1924, pousse pour étendre cette reconnaissance à l'échelle internationale. Et progressivement, étape par étape, la RASD devient un État reconnu par une majorité de pays, même si l'Occident lui continue de soutenir le Maroc. Et tu sais quoi, ce scénario, il est déjà en cours. Il avance lentement, c'est vrai, mais il avance et chaque année qui passe, il gagne du terrain. Maintenant, je vais te poser une question essentielle et là, je veux vraiment ta réponse en commentaire.
Selon toi, quel est le meilleur chemin pour faire avancer la cause sahraoui dans les 5 prochaines années? Faut-il renforcer le soutien militaire au Polisario pour qu'il pèse davantage sur le terrain? Ou multiplier les efforts diplomatiques pour arracher de nouvelles reconnaissances de la RASD dans le Sud global? Ou alors porter le dossier devant la Cour internationale de justice et décrocher un avis consultatif définitif et contraignant? Ou enfin médiatiser massivement la cause sahraoui auprès des opinions publiques occidentales pour créer une vraie pression citoyenne? Dis-moi ta priorité. Argumente. Parce que ce débat-là, il ne se joue pas dans le vide, il détermine l'avenir de 173 600 personnes et de toute la géopolitique du Maghreb. Avant qu'on se quitte, laisse-moi te résumer les 5 points essentiels à retenir de cette vidéo. Point numéro 1, 50 et 1 an. Voilà depuis combien de temps dure ce conflit du Sahara occidental, depuis 1975. Très précisément, d'un côté le Front Polisario, ce mouvement de libération nationale sahraoui, de l'autre le Royaume du Maroc qui occupe militairement les 2/3 du territoire. Et pendant ce temps-là, les Nations Unies, elles n'ont jamais organisé ce fameux référendum d'autodétermination, celui-là même qui était pourtant prévu noir sur blanc dans les accords de 1991. Point numéro 2, parlons chiffres. 173 600 réfugiés. C'est le nombre d'âmes qui vivent dans les camps de Tindouf en Algérie, et ce depuis un demi-siècle. Un demi-siècle, tu te rends compte, dans des conditions climatiques et matérielles extrêmes. Et pourtant, c'est ça qui est fou, ils ont mis en place une organisation sociale et politique remarquable malgré toutes ces difficultés. Avec une espérance inébranlable, celle du retour sur la terre ancestrale. Point numéro 3, depuis 2020, le dossier s'est dramatiquement polarisé. Regarde un peu le tableau, les États-Unis sous Trump, l'Espagne en 2022, la France sous Macron. Tous, absolument tous, ont basculé dans le camp marocain. Face à eux, l'Algérie, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud et toute une large coalition de pays du Sud qui, eux, maintiennent leur soutien à l'autodétermination. Point numéro 4 pour l'Algérie, et je veux que ce soit bien clair, ce dossier n'est tout simplement pas négociable. Pourquoi? Parce qu'il touche à 3 piliers fondamentaux. 1. Sa doctrine diplomatique fondatrice de soutien aux peuples opprimés. 2. Son équilibre stratégique régional vis-à-vis du Maroc. Et 3. Sa crédibilité internationale en tant que défenseur du droit international. Point numéro 5, et c'est peut-être le plus important, quel scénario pour la suite à court terme le plus probable. C'est le statu quo prolongé. Et c'est là que ça devient inquiétant, le scénario le plus dangereux serait une escalade militaire qui entraînerait directement l'Algérie et le Maroc dans un affrontement. À l'inverse, le scénario le plus prometteur à long terme, ce serait une reconnaissance progressive élargie de la République arabe sahraoui démocratique par les pays du Sud global. Avant de te laisser partir, j'ai besoin de toi pour 3 actions concrètes. Pas compliquées, mais absolument déterminantes. Commençons par la plus importante. Oui, je change l'ordre volontairement parce que ça compte. Cette vidéo ne la garde pas pour toi. Pense à ce membre de ta famille qui n'a jamais entendu prononcer le mot sahraoui. Pense à cet ami passionné de géopolitique qui pourrait te citer 10 conflits par cœur, mais à qui le nom de Tindouf ne dira strictement rien. Pense à ce jeune autour de toi qui essaie de comprendre comment fonctionne réellement le monde actuel au-delà des récits officiels. Transmets-leur cette vidéo, offre-leur ces faits, offre-leur ces chiffres et laisse-les construire leur propre lecture politique de la réalité. Ensuite, j'ai une question à te poser et je veux une vraie réponse argumentée. J'ai esquissé 4 trajectoires possibles dans cette vidéo, un statu quo qui s'éternise, une montée des tensions militaires, une avancée diplomatique inattendue ou une vague de reconnaissance internationale de la RASD. À horizon 2030, lequel de ces 4 scénarios te paraît lucidement le plus crédible? Et surtout, ces différents lequel aimerais-tu voir advenir pour que justice soit enfin rendue au peuple sahraoui? Développe ton raisonnement en commentaire. Ta réflexion nourrit une prise de conscience qui dépasse les frontières. Enfin, parle-moi de toi. De quel pays nous regardes-tu en ce moment? Et chez toi, ce conflit du Sahara occidental, est-ce qu'on en entend parler dans les médias ou bien règne-t-il ce même silence assourdissant qu'on observe dans les médias français? Témoigne, raconte. Parce que c'est en additionnant vos témoignages un par un que se dessine la vraie carte du silence médiatique mondial autour de ce drame humanitaire qui dure depuis 50 ans. Et que c'est exactement pour ça que cette chaîne existe, pas pour faire du bruit, pas pour suivre la mode médiatique, mais pour porter une seule chose, la voix de ceux qu'on a décidé de ne plus entendre. Les peuples oubliés, les combats qu'on rend invisibles, les vérités qu'on enterre sous le silence.
Mais cette chaîne, elle ne tient debout que par une chose, toi. Oui, toi qui regardes en ce moment même. Ton like, ton commentaire, ton partage, ton abonnement, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un petit geste anodin. C'est littéralement la brique que tu ajoutes jour après jour au monument qu'on est en train de construire ensemble. Un monument invisible, oui, mais dédié à tous ces peuples qui se battent dans l'ombre. Et la prochaine vidéo, accroche-toi parce qu'on va frapper fort. On va parler de la nouvelle arme silencieuse de l'Algérie, son gaz. Ce gaz algérien qui, pendant que la Russie coupait les robinets, a littéralement sauvé l'Europe de l'hiver. Comment en seulement 3 ans, Alger est devenu le fournisseur numéro 1 de l'Italie et de l'Espagne. Et surtout, pourquoi cette domination énergétique donne aujourd'hui à l'Algérie un levier géopolitique que Paris lui refuse obstinément de reconnaître à voix haute. Tu ne veux surtout pas rater ça. Abonne-toi, active la petite cloche et on se retrouve très vite.